続けば、溶岩が沖合に出現した直径およそ乾杯。 Bonjour et bienvenue sur le podcast Kampai, format actualité, émission dans laquelle on vous sélectionne et on vous résume l'actu japonaise. C'est notre 115e podcast et c'est le 25e au format actualité. Et c'est une émission mensuelle que j'ai le plaisir de partager avec toi Gaël. Salut Gaël. Salut Charlie. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on va se diviser le travail avec des thématiques diverses qui vont être liées au tourisme au Japon, à la société japonaise, l'économie, la politique et enfin la pop culture. Vous aurez tout le détail des choses que l'on va aborder, des thématiques dans nos timecodes généralement. Si vous nous écoutez sur YouTube par exemple, Spotify ou encore dans la newsletter aussi, on essaie de mettre un maximum d'infos des sujets du jour. On a une vingtaine de news à traiter ensemble et je vais te laisser la main Gaël puisque tu vas nous parler de la chute du tourisme chinois. Et oui Charlie, on va attaquer dur cette rubrique tourisme en parlant de chute du tourisme. On n'a pas trop l'habitude ces derniers temps, on est plutôt en train de vous parler des chiffres de fréquentation qui montent très très fort depuis des années au Japon. Mais là c'est une news alors qu'on a un petit peu divisé en réalité parce que la source de cette news elle vient de la partie politique dont on parlera tout à l'heure. Charlie, tu vas nous détailler un petit peu cette crise politique et qui donc en découle une chute du tourisme chinois en particulier au Japon. Alors c'est assez récent et ça vient en fait de propos de notre nouvelle première ministre japonaise, donc Madame Takaichi. Et à la suite de ces propos, l'ambassade de Chine a exhorté ses ressortissants à ne pas se rendre au Japon, donc c'est quand même assez important. Donc l'ambassade de Chine, on peut directement la citer. Récemment, des dirigeants japonais ont tenu des propos ouvertement provocateurs à l'égard de Taïwan, nuisant gravement au climat des échanges entre les peuples. Alors quels sont donc les propos qui ont pu énerver autant l'ambassade de Chine ? Alors tu vas encore une fois Charlie nous le détailler un peu plus tard dans ce podcast, mais en synthèse un petit peu on pourrait dire que la première ministre parlait de la crise d'urgence à Taïwan en disant que s'il y avait des déploiements de navires de guerre, eh bien ça pourrait constituer une menace pour le Japon et que le Japon devait donc envisager le pire. Et ça n'a pas plu du tout à la Chine comme on le disait. Tout ce qui touche à Taïwan, on le sait, c'est assez crispant, c'est des sujets sensibles, donc il s'en est suivi cette crise du tourisme. Alors, les compagnies aériennes chinoises ont même proposé le remboursement intégral des vols à destination du Japon, ou encore des modifications de date sans frais le temps que la crise se calme un petit peu. Et de son côté, le secrétaire général du gouvernement japonais, Minoru Kihara, a regretté cette recommandation qui, selon lui, est en contradiction avec la promotion d'une relation stratégique mutuellement bénéfique entre Tokyo et Pékin. Et ça, on le doit à cette citation à l'agence de presse Jiji. Alors, au Japon, comme on le dit parfois, comme on l'explique, à peu près un quart des touristes étrangers qui viennent chaque année est chinois. Donc évidemment, quand une ambassade dit ne venez plus au Japon, en tout cas pour l'instant, ça a un gros impact à plein d'égards. D'abord en termes de fréquentation touristique évidemment, et puis en termes de revenus liés au tourisme et ainsi de suite. Et évidemment, c'est pas rien, vu qu'un quart, on le disait, un quart de 35 millions, ça fait beaucoup. Là, en seulement quelques semaines, on a déjà, selon l'AFP, 500 000 Chinois qui ont annulé leur vol de ces derniers jours, selon les analyses du secteur. Alors, il y a beaucoup moins de touristes partout au Japon, et peut-être en particulier à Kyoto, qui est une ville extrêmement touristique au Japon. Et alors, il y a tellement moins de touristes que les Japonais se sont dit « Attends, mais c'est le moment d'aller visiter Kyoto ». Et puis ce qui se passe, c'est que comme il y a un afflux de touristes japonais au même moment, en fait le surtourisme continue. Alors je trouve ça assez drôle. J'avais pas les chiffres, je les découvre quand tu nous annonces cette news, parce que pour moi, vu que c'est le gouvernement qui disait qui encourageait pas les Chinois à aller au Japon, je pensais pas qu'il y aurait eu tant d'impact. Et j'aurais encore moins envisagé que du coup tout le monde se dise hey, on va aller voir ce que ça donne, et puis au final... Le surtourisme continue. Peut-être que le surtourisme... avec sans doute moins de dégradation, etc. Alors ça, c'est un autre sujet dont on va parler rapidement d'ailleurs, mais je trouvais ça assez drôle. On a vu des vidéos sur les réseaux sociaux montrant un surtourisme au Japon, sauf que c'était pas un surtourisme chinois, mais un surtourisme japonais. Donc pour le coup, n'oublions pas non plus que les Japonais sont les premiers visiteurs de leur propre pays.
Vous savez que le gouvernement japonais a tendance à de plus en plus être restrictif, à durcir les règles en visant les touristes étrangers au Japon. Et dans une nouvelle mesure du gouvernement japonais face aux touristes étrangers, eh bien désormais un touriste quittant le Japon avec plus de 10 000 yens d'impayés médicaux, soit à peu près 55 €, sera interdit d'entrer sur le territoire par la suite. Alors là, ce que je ne sais pas par contre, Gaël, dans cette news, c'est est-ce que le touriste sera averti ou non ? Parce que si on prévoit un petit voyage pour 2026 ou 2027, ça peut laisser une mauvaise surprise. Peut-être si ça vous est arrivé, demandez à l'ambassade avant, au cas où. Oui, un seuil qui était auparavant fixé à 200 000 yens, soit 1100 €, donc là il y a vraiment un gap dans cette mesure. Donc ça c'est une décision qui fait suite à plusieurs cas de touristes qui quittent le Japon sans jamais s'acquitter de leurs frais médicaux. Peut-être que c'est 2 touristes ou peut-être que c'est 100 000 touristes, on ne sait pas, on n'a pas les chiffres. Mais en tout cas, voilà, une nouvelle mesure. Et si vous avez des frais médicaux, veillez à ce que tout soit bien réglé avant de partir. Et oui, je parlais de dégradation, c'était même pas pour faire une transition, Gaël. On le savait déjà depuis... ouais, c'était quand même bien vu. On le savait déjà depuis quelques temps, car il y a la municipalité de Kyoto qui avait mené une enquête sur le sujet, et là on a un peu plus de résultats. Il faut savoir que au Japon, donc du côté de Kyoto, la forêt de bambou d'Arashiyama est victime de vandalisme, puisque certains visiteurs se munissent de leurs clés, de leurs couteaux ou d'autres objets pour graver, que ce soit des prénoms, des noms, des symboles. Il y a souvent des cœurs aussi dans les bambous, qui sont évidemment les stars un peu de ce coin-là, où vous avez les forêts de bambous qui vont s'étendre sur plusieurs hectares. Ce qui est le plus connu, c'est quand même la Grande Allée, qui fait 400-500 mètres de long, avec de très très gros, beaux et hauts bambous. Donc c'est vraiment the place to be, on va dire. Alors peut-être que là aussi, tous les Japonais se sont rués vers cette allée, parce que souvent on voit que les bambous sur les photos Instagram, mais si vous inclinez l'appareil photo vers le bas, vous avez une marée de personnes. Et c'est bien normal, puisque c'est un très bel endroit à voir. Toujours est-il que les inscriptions retrouvées sont en grande majorité écrites en alphabet latin. Tiens. Un indice. Alors la pratique, elle est évidemment interdite, et la ville de Kyoto, qui a mené l'enquête dont je parlais tout à l'heure, a noté à peu près 350 plantes de la bambouserie qui ont été vandalisées. Alors comme ça, c'est vrai que c'est toujours à relativiser, parce que juste cette allée de 500 mètres, en fait, elle va comporter des milliers et des milliers de bambou. Néanmoins, en fait, ce qu'il faut retenir, et c'est pour ça qu'on le met en news, c'est que le jardin botanique de Kyoto, il nous alerte sur le fait que les cellules de bambou, elles ne se régénèrent pas, ce qui fait qu'une fois que la plante a été attaquée, eh bien, les marques resteront toujours visibles, et en plus, ça empêche un phénomène lié à la photosynthèse, on n'est pas botaniste, mais on résume ça ainsi, qui fait que la plante, elle peut flétrir, les feuilles peuvent mourir, et la plante elle-même peut mourir aussi. Donc d'ailleurs, Kyoto envisage de couper certains bambous les plus sévèrement endommagés pour des raisons de sécurité, pour pas qu'ils moisissent et qu'ils s'effondrent ensuite sur le public, par exemple. Il y a des affiches de prévention qui ont été distribuées dans les environs et dans aussi certains magasins pour sensibiliser les visiteurs et les encourager aussi à garder la visite gravée dans leur tête plutôt que sur les bambous. Ça, c'est magnifique, Charlie. Ouais, c'est vraiment dommage, autant non, c'est pareil, on fait pas de traction sur les torii, autant on n'abîme pas les plantes, partout dans le monde, mais au Japon aussi. Alors on a peut-être envie de noter son amour, de le crier sur tous les toits, mais autant le crier sur Instagram, et pas sur les plantes. Non, c'est dommage, c'est vraiment dommage, c'est une super allée, il y a beaucoup de monde, effectivement, c'est pas toujours très agréable d'y visiter quand il y a du surtourisme, mais quoi qu'il en soit, on ne touche pas aux plantes. Alors Charlie, est-ce que tu sais ce que veut dire Suica ? Pas vraiment, j'avais entendu des choses sur le fait que ce soit lié au fait de glisser, mais donc je comprends qu'un pingouin peut glisser, mais je savais pas si c'était vrai, parce que vu qu'en japonais il y a des termes ou des kanji peuvent exprimer plein de choses, je sais pas du tout. Alors ça aurait pu, mais ce n'est pas ça en fait. Suica, c'est assez contre-intuitif, je te l'accorde, ça veut dire pastèque. Ah ben voilà. Donc rien à voir du tout. Une pastèque peut glisser, Gaël. Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai que si on parlait pas japonais, on pourrait se dire que Suica, ça veut dire pingouin. Pourquoi ? Parce que sur les cartes Suica, donc les cartes de transport, les fameuses, eh bien, il y a un pingouin depuis 25 ans. Donc non, Suica, ça veut dire pastèque, et je ne sais pas du tout pourquoi. Il se trouve en tout cas que ce fameux pingouin sur toutes les cartes Suica, il a 25 ans, et 25 ans au Japon, c'est l'âge de la retraite. Non, pas du tout, mais en tout cas, peut-être pour les pingouins. Ce sujet est très sensible, même en France, Gaël, fais attention à nous. C'est vrai. Alors, ça faisait tellement longtemps en réalité qu'il était là, 25 ans, que pour nous, il a toujours été là, pour beaucoup d'entre nous.
eh bien il va bientôt prendre sa retraite parce que il va être remplacé par autre chose. Alors petit historique rapide, hein, donc ce pingouin a été designé par l'autrice et illustratrice de livres Chiharu Sakazaki, et elle s'est inspirée des pingouins Adélie qui vivent en Antarctique. Alors ce pingouin Suica était apparu en 2001 lors du lancement des services de cartes prépayées électroniques, les fameuses cartes IC, et depuis à peu près 110 millions de cartes Suica, que ce soit des cartes physiques ou numériques, principalement physiques bien sûr, parce que numérique c'est beaucoup plus récent, 110 millions ont été émises au fil des ans selon les estimations. Il faut savoir que parfois les Japonais et Japonaises ont plusieurs cartes pour une seule personne. Oui. C'est pas forcément nominatif, donc... C'est ça. Alors là où tu avais raison Charlie, c'est que par contre dans Suica il y a Sui-Sui, qui est une expression assez amusante et qui signifie glisser en douceur, donc on peut imaginer dans le tourniquet des transports. Alors Charlie, tu vas me demander pourquoi ce pingouin n'a plus sa place sur les cartes Suica. Eh bien on ne sait pas, en fait la raison de l'arrêt n'a pas peut-être encore été divulgué par JR East, mais la compagnie a annoncé que plusieurs campagnes seraient lancées et devraient ravir les fans du pingouin avant que celui-ci ne tire sa révérence à la fin de l'exercice 2026. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'un autre personnage, une autre mascotte comme le Japon les aime, va prendre le relais de notre fameux pingouin et sera révélé dans les mois à venir avec des améliorations prévues pour l'automne 2026. Donc à n'en pas douter, parce qu'il y a un merchandising autour de ça, à n'en pas douter, tout ce qui est de merch autour du pingouin va bien se vendre, je pense, dans les prochains mois, et peut-être même que dans 5 ans, 10 ans, on dira, regarde ce que j'ai retrouvé sur eBay, hyper cher, du merch. Bon là, il y a eu 110 millions de cartes Suica, donc ça va pas prendre beaucoup de valeur, mais en tout cas, si vous voulez absolument avoir votre pingouin symbolique de la carte Suica, il ne vous reste qu'à aller au Japon, courant 2026, on va dire. Et puis si vous avez une idée de quel type de mascotte il pourrait nous créer, eh bien n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Vous pouvez nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux. T'as une idée Gaël, oui, ou pas? C'est ce que j'allais dire. Allez, je vais faire un guess comme ça un peu fou. Je veux dire une pastèque avec des bras et des jambes. Ah, oui, au moins il gardera le même nom peut-être. Voilà, et puis, c'est ça. Moi je verrais une girafe, tu vois, mais je sais pas pourquoi. Ok. Parce que pourquoi le pingouin déjà, c'est vrai que c'était... Il n'y a pas de logique, Charlie. Toujours du côté du tourisme, il y a 5 hôtels de luxe japonais qui figurent parmi les 50 meilleurs du monde selon le classement au World's 50 Best Hotels. Alors c'est un classement qui récompense les meilleurs établissements du monde entier, choisis par des experts du voyage, et parmi les mieux notés, en tout cas il arrive à la 15e place, mais c'est le top 1 des hôtels qui appartiennent au Japon, eh bien c'est le Bulgari Hotel Tokyo, à la 15e place comme je disais, qui est situé près de la gare de Tokyo. Il a ouvert récemment puisqu'il date de 2023, et il va se distinguer par son design italien et ses vues panoramiques sur la ville. Ah, c'est marrant parce que Bulgari Hotel plus design italien, tu vois, on aurait pu croire que c'était un vieil hôtel tokyoïte et pas bulgare. Bulgare. Ouais. Et il est aussi connu pour son restaurant étoilé, puisque en plus il est au guide de Michelin donc. Ouais, c'est une marque de luxe très connue effectivement, qu'on trouve à Ginza d'ailleurs. Je ne doute pas qu'il soit assez confortable. Ensuite à la 25e place du classement, et donc c'est le second hôtel du Japon que l'on retrouve, on retrouve le Haman Tokyo, donc là lui il est très célèbre aussi pour son calme notamment et son esthétisme à la japonaise très minimaliste. Il se situe au sommet de la tour Otemachi. Un peu plus loin, à la 37e place, il s'agit du Janu Tokyo, qui a ouvert lui aussi récemment, puisqu'en 2024, il mise sur un design contemporain, et c'est l'un des plus grands complexes d'ailleurs de bien-être de la ville. À la 45e place, il y a le Tokyo Toranomon, qui a été conçu par l'architecte Kengo Kuma et récompensé d'ailleurs pour sa décoration raffinée, si vous voulez vous régaler pas les papilles mais les pupilles peut-être. Et enfin à la 46e... Les deux, je pense. Ouais, oui, je pense que... et le porte-monnaie. Et enfin à la 46e place, il y a l'hôtel The Mitsui Kyoto, qui est situé lui près du château de Nijo. Donc il réunit un patrimoine plus culturel de Kyoto et le luxe bien évidemment, avec un accent sur l'artisanat traditionnel. Donc je suppose qu'il y a chacun ont des petites boutiques aussi avec des objets qui coûtent cher et qui sont beaux. Alors là, ce sont vraiment de très très beaux hôtels. J'ai pas eu la chance de dormir dans ceux-là malheureusement, mais là on est sur des plusieurs centaines d'euros par nuit à minima, voire plus, je pense au Haman notamment. Si vous avez eu la chance de loger dans des hôtels de luxe au Japon,
J'ai eu cette chance à travers Kampai aussi notamment, parce que parfois on est invité par certains hôtels, où on a des partenariats avec eux. C'est d'une qualité assez exceptionnelle, il faut le dire. D'abord en termes de raffinement, matériaux, taille de chambre, etc. En termes de serviabilité du personnel, de service, de restauration. Donc c'est vraiment évidemment un budget qui est très important. Mais si vous en avez la capacité financière, on vous encourage en tous les cas à le faire parce que le Japon n'a plus rien à prouver en termes de qualité de service. Évidemment, l'hôtellerie, c'est un des segments où le serviciel est prépondérant. Et là, on est vraiment sur des niveaux de gamme qui sont extrêmement élevés. Donc là, oui, que ce soit le Bulgari, l'Aman, le Janu, le Toranomon ou le Mitsui à Kyoto, il y en a bien d'autres au Japon. Oui, il y en a quand même beaucoup d'autres encore. Voilà, ils sont vraiment exceptionnels. Et c'est vrai que c'est très agréable de dormir dans des beaux hôtels comme ça. Et là, on parlait tout à l'heure de restaurants étoilés au guide Michelin. Et bien, il faut savoir qu'on n'a pas fait de podcast encore là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de restaurants aussi étoilés au Japon, comme ça. Je crois que Tokyo est la ville où il y a le plus de restaurants étoilés au monde, si je dis pas de bêtises. On aurait dû le mettre dans notre top de tout ce qu'il y avait de top au Japon il y a pas longtemps. Alors évidemment, tous autant qu'on est, Charlie, on adore aller au Japon, mais un des points négatifs quand on veut aller au Japon, c'est le temps de trajet. 14 heures de vol en ce moment, c'est quand même beaucoup. Et on n'est pas les seuls à s'en plaindre, puisque l'entreprise japonaise Innovative Space Carrier, fondée récemment en 2022 à Tokyo, vient de proposer un tout nouveau moyen de transport à la rapidité inégalée. Et non, Charlie, ce n'est pas la trottinette électrique, c'est tout simplement la fusée. Il propose... Fallait juste prendre le truc le plus rapide sur Terre, et puis voilà. C'est ça. Pourquoi se poser des questions ? Alors, il propose tout simplement de se rejoindre Tokyo et New York en fusée en, je te le donne en 1 heure. Voilà, j'étais quand même surpris parce que c'est quand même très rapide. Je pense qu'il faut bien accrocher sa ceinture de sécurité. Alors cette fusée, elle serait destinée aux touristes fortunés ou encore à des hommes d'affaires ayant beaucoup de déplacements internationaux. Alors dans ce cadre-là, Innovative Space Carrier, pas de voyage dans l'espace, contrairement à la société Blue Origin de Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, mais un trajet effectué à une vitesse record qui se ferait jusqu'à 80 000 mètres d'altitude hors de l'atmosphère, donc beaucoup plus haut que les avions, j'ai envie de dire, classiques. En gros, j'imagine que la fusée, elle décolle quasiment à la verticale, et puis elle redescend à toute vitesse pour aller de l'autre côté du monde. Alors le premier trajet, comme on le disait, ce serait un Tokyo-New York, 60 minutes, c'est assez encourageant. Peut-être que pour Paris, ça ferait 3 quarts d'heure. Si je mets plus de temps à aller du bureau jusqu'à chez moi à pied que New York. C'est ça. Bon, après, si c'est 90 minutes, on dira oui quand même. Ouais. Alors à terme, ces fusées pourraient transporter jusqu'à 50 personnes par voyage. Les sites de lancement seraient des plateformes flottantes installées dans la mer, à proximité des grandes capitales mondiales, afin que leur construction soit validée rapidement et bien sûr qu'on puisse les rejoindre assez rapidement, j'imagine, en avion, pour polluer encore un petit peu plus, Charlie, ou en hélicoptère. Peut-être qu'ils nous feront l'honneur d'inviter les gens pour la COP 40 par exemple, en fusée comme ça extrêmement rapide, malheureusement. Alors le groupe Innovative Space Carrier espère un premier voyage en 2032, c'est-à-dire dans 6-7 ans. Au Japon, l'idée séduit l'opinion publique et plusieurs entreprises soutiennent le groupe. Et une agence de voyage a même indiqué qu'elle mettrait en vente les premiers billets pour cette fusée dès 2026. Alors si tu es intéressé, Charlie, je pense qu'il va quand même falloir qu'on attende un petit peu parce que à ce jour, l'aller-retour est estimé à 100 millions de yens, ce qui fait seulement 600 000 euros. Non, moi avec ces 100 000 euros, je fais autre chose. Ou alors je vais à New York en avion. Est-ce que tu fais pas 10 000 allers-retours Paris-New York ? Ouais. Et on va clôturer cette partie dédiée au tourisme avec un scandale que l'on peut relier aux lockers japonais. Donc dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux qui a fait le tour de la toile, alors là on alerte tout de suite parce qu'il s'agit peut-être aussi un peu de rumeurs, de fake news, les sources ne sont pas très claires. On y voit en tout cas la police japonaise dans le quartier de Shinjuku sortir une femme d'un casier, donc un locker dans lequel on peut laisser ses affaires, on vous en a déjà parlé, les lockers sont hyper courants et hyper pratiques au Japon pour laisser ses valises de transport notamment. Eh bien, selon la légende, elle serait une touriste chinoise qui aurait tenté de dormir dans un de ses casiers lors de son voyage afin d'économiser l'hébergement. Alors sans doute qu'elle n'avait pas les moyens d'aller au hammam, mais c'est pas ce qu'on attendait de cette personne non plus. Donc là, on n'a pas vraiment trouvé plus de sources, mis à part cette vidéo-là qui en parle.
Donc c'était aussi pour vous alerter que c'est pas forcément quelque chose qui est très courant chez les touristes. On ne retrouve pas des humains dans tous les 4 matins dans les casiers. Peut-être c'était une SDF, peut-être peut-être qu'elle voulait fuir quelque chose, on ne sait pas. Si vous le savez, eh bien dites-le nous. Ou si vous êtes cette personne. si vous reconnaissez ici, dites-le nous aussi. Oui. Donc voilà, en tout cas, ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'il y a avec cette news-là des rumeurs qui circulent et qui attisent toujours plus de haine, notamment vis-à-vis des étrangers et notamment vis-à-vis des Chinois qui sont souvent mal perçus de la part des Japonais et des Japonaises. Bon, vu qu'ils ne voyagent plus au Japon, il n'y a plus de problème. Oui, maintenant il y a plus de place dans les lockers peut-être. C'était cynique, bien sûr. Peut-être qu'on peut rebondir très rapidement en disant que si on veut économiser sur les hébergements au Japon, moi j'imagine 2 solutions là qui me viennent en tête. La première, ce sont les capsules hôtels, dont on parle de temps en temps sur Kanpai et ou en podcast. Donc ce sont des tout petits hôtels, alors pas forcément des capsules, mais il y a maintenant des capsules hôtels avec des mini-chambres entre guillemets, avec le minimum de confort et qui sont vraiment pas chers pour le coup, avec des prix qui commencent à 3-4 000 yens. Et il y a aussi quelque chose que moi j'ai fait il y a assez longtemps et que je crois qu'il est toujours un petit peu en vogue parmi les voyageurs un peu backpackers, c'est de passer une nuit dans un bus de nuit. Par exemple, si tu vas de Tokyo à Kyoto, tu prends un bus de nuit, ça coûte beaucoup moins cher qu'un trajet de Shinkansen. Alors c'est pas très confortable, c'est sûr. Quoique certains un peu plus chers sont assez confortables, mais tu peux dormir, voilà, t'économises une nuit d'hôtel en faisant ton transport. Donc c'est aussi une solution pour... peut-être un petit peu plus confortable que les coin lockers. Ouais, j'avoue que je sais pas quelle taille elle avait pris, mais même dans un grand, ça reste trop petit. Et première news de notre rubrique société ce mois-ci, un petit peu, c'est notre marronnier en quelque sorte, le marronnier de toutes les rubriques société du Japon, c'est le top 10 des mots de l'année. Alors le Japon est fan de ces mots buzz, ces buzzwords comme on dit en anglais, et Kelly, qui est aussi fan de cette pratique, eh bien, nous a fait une espèce de résumé, un petit peu d'explication des 10 mots de l'année au Japon. Alors sans plus tarder, on commence. Et le mot de l'année, c'est une expression en réalité, c'est une citation de la première ministre, la nouvelle première ministre japonaise Sanae Takaichi, qui dit qui veut dire je travaillerai, etc. Et elle a prononcé ce discours avant de devenir la première femme première ministre du Japon, dans un discours dans lequel elle annonce se lancer dans le travail en renonçant à tout équilibre de vie, quelque chose de très très sain. Ensuite, le deuxième mot est Eho Eho, une phrase qui vient d'un mème internet, une photo de bébé chouette qui court dans un champ, pris par la photographe hollandaise Hanny Heer, j'espère que je prononce bien, en 2021, et ce bruit rappelle la respiration que l'on fait quand on court, et c'est même utilisé pour indiquer quand on se dépêche de faire quelque chose. Old Media, c'est le 3e mot de l'année, ça désigne les médias traditionnels, télévision, journaux, radio, très utilisés cette année par la jeune génération pour manifester son mécontentement face au traitement de l'information des médias institutionnels comparativement à celui des réseaux sociaux. 4e mot, Kinkyu Julio ou Kumahigai, qui veut dire tir d'urgence ou dommage dû aux ours. En 2025, comme on vous l'a expliqué avec Charlie le mois dernier, les attaques d'ours ont connu une hausse importante. Et le gouvernement a autorisé en 2025 de tirer contre les ours dans les zones peuplées d'humains. Alors bien sûr sous certaines conditions, mais quand même, c'est devenu un mot de l'année. 5e mot, Kokuhomita. Ça signifie trésor national et ça fait référence à un film sur les coulisses du théâtre Kabuki, un film qui a été le plus vu en salle au Japon, hors animé bien sûr, Demon Slayer. Et en français, le titre de ce film, si ça vous intéresse, est Le Maître du Kabuki. Et il me semble que ça sort en décembre, mais je suis pas certain de la date. Kokokomai, du vieux riz. Cette expression fait référence au stock de riz des récoltes de 2020 et 2021 que le gouvernement a accepté de commencer à écouler pour faire face à la montée du prix du riz actuel, dont on a également parlé il y a quelques temps dans le cadre de l'inflation au Japon. 7e mot de l'année, Sengo Hachijunen, ou alors Showa Hyakunen. C'est une référence aux 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale et aux 100 ans de début de l'ère Showa, qui a démarré en 1926. Et ces deux événements ont été très célébrés à la télévision, évidemment, dans cette hall de médias. Trump Kanze, les tarifs douaniers de Donald Trump, en référence bien sûr aux différents changements et négociations sur les droits d'importation de produits japonais aux États-Unis, dont on a encore une fois également parlé. Décidément, Charlie, on était sur la pointe de l'actu. Trop loupé l'actu, ça va. À croire qu'on a un podcast actualité mensuelle. 9e avant-dernier mot, Nikki.
2 saisons. Ça alerte sur le changement climatique qui pourrait réduire le nombre de saisons au Japon de 4 à 2 en écho aux épisodes de forte chaleur de l'été qui commencent de plus en plus tôt et qui terminent de plus en plus tard. Alors on savait qu'il y avait 72 saisons au Japon, mais si on a plus que 2, en fait c'est même divisé par 36. Ça fera plus très épais les bouquins de 72 saisons. C'est ça, les 2 saisons du Japon, mon livre en 10 pages. Et dernier mot de l'année, Miyaku Miyaku, du nom de la fameuse mascotte de l'Expo universelle 2025 à Osaka, qui a beaucoup plu, alors est-ce que c'est ironique ou pas, à vous de décider, et dont le merch s'est bien vendu. À vous de vous faire votre propre image donc sur cette fameuse mascotte. Est-ce que toi, tu aurais, si tu avais été à Osaka 2025, acheté un objet lié à Miyaku Miyaku parce que c'est moche? Non, parce que j'ai pas acheté de peluche Chucky, donc je n'achète pas non plus de peluche Miyaku Miyaku. Non, on l'aime bien quand même, on l'aime bien. Et on entre dans la partie dédiée à la société japonaise et on va commencer avec une news qui nous dit que le ring de sumo est devenu inaccessible, en tout cas il a toujours été inaccessible, à la première ministre du Japon. Alors, il y a 2 premières historiques dont on pourrait parler. Pour le grand tournoi de sumo qui a eu lieu à Kyushu, à Fukuoka, donc le 23 novembre dernier, c'est d'abord le fait que la compétition elle a été remportée pour la première fois par un lutteur ukrainien. Il s'appelle Aonishiki Arata. En tout cas, c'est son nom d'emprunt. Oui, voilà, c'est ça, ils ont toujours un nom d'emprunt. Vous pourrez voir des vidéos d'ailleurs de ce combat en ligne. Il a 21 ans, en tout cas, il avait 21 ans quand il a fui son pays en 2022 face à la guerre avec la Russie. Et il s'est vu remettre la coupe. Normalement, c'est censé être fait par le Premier ministre, comme d'habitude. Et bien là, le trophée en argent a été remis par Takahiro Inoue et non pas par Sanae Takaichi elle-même. Et en effet, il y a des traditions millénaires qui entourent la discipline. Et on en avait déjà parlé d'ailleurs dans notre podcast dédié au sumo. Mais ici, on impose l'interdiction aux femmes de fouler le dohyo. Donc c'est le cercle en corde qui délimite l'arène des sumo. Et bien là, le monticule de terre où se déroulent les combats, il est inaccessible donc aux femmes. Donc si par exemple la médecin est une femme, par exemple, elle ne peut pas rentrer. La première ministre n'a donc pas pu pénétrer dans ce cercle-là pour remettre le trophée, donc c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait à sa place. Donc encore une fois, la nomination d'une femme à la tête du gouvernement japonais fait parler au Japon puisqu'elle entre en opposition avec des traditions spirituelles, religieuses, voire avec l'image de la dualité entre l'évolution de la place de la femme dans la société japonaise et son fort attachement aux rites anciens et aux normes traditionnelles qui ne sont pas compatibles, en tout cas difficilement. Donc on va voir si petit à petit les choses évoluent, parce qu'on sait aussi que le monde du sumo il a tendance à s'internationaliser. Il y a de moins en moins, comme le judo, de champions qui sont à 100% japonais, et les femmes aussi n'ont pas trop accès, en tout cas difficilement, à cette discipline. Donc elles n'ont pas accès, mais il y a des endroits où ça commence à être le cas. Donc on verra par la suite si ça évolue aussi, notamment pour juste remettre un trophée. Ouais, alors c'est compliqué, je pense, pour les organisations japonaises de trouver le juste équilibre entre la tradition effectivement millénaire et puis le fait que la société évolue et que c'est une femme qui est au pouvoir, même si, comme vous l'aviez montré avec Marjorie Kelly, c'est quand même pas la première. Là, que ce soit un conseiller qui remplace la première ministre elle-même, ça fait aussi quelque part un peu tâche. Je serais curieux de savoir jusqu'où va aller le débat au Japon à ce sujet. En tout cas, ça me rappelle un précédent où il y avait eu un blessé sur le dohyo, rappelle-toi. Charlie, on en avait parlé, et qu'il y avait une médecin dans la salle qui n'avait pas pu accéder au dohyo justement pour soigner la personne. Ça avait un petit peu choqué tout le monde à cette époque, mais finalement c'est resté comme tel. Et le combat, je l'ai vu, je sais pas si tu l'as vu, il est très rapide. Je l'ai pas vu, non. Ouais, il dure quelques secondes et il est très impressionnant. Vraiment, j'adore le sumo, mais c'est vrai que c'est un très, très beau combat. Alors on va parler de sujets un petit peu plus durs en l'occurrence que de simples traditions entre guillemets. On va parler de décès en garde à vue. Alors on vous parle de temps en temps de garde à vue au Japon parce que c'est quand même pas très rose. C'est pour rappel plus de 3 semaines de garde à vue possible au Japon, et en plus ça peut s'enchaîner. Là on va parler de décès, donc un homme népalais de 39 ans qui s'appelait Shin Arjun Bahadur, j'espère que je n'écorche pas le nom, en 2017 a été arrêté à Tokyo pour possession d'une carte de crédit qui ne lui appartenait pas.
Alors lors de sa détention dans un local de police, il a été fortement entravé, on lui a appliqué ce qu'on appelle des outils de contrainte, de type ceinture, corde, sur les poignets et les chevilles pendant environ 2 heures. Ensuite, il a été amené au bureau du procureur, transféré en menottes métalliques, et peu de temps après, il a perdu conscience. Il a été transporté à l'hôpital, non, sans rire, il a été transporté à l'hôpital et il est décédé. Alors, le tribunal de première instance, qu'on appelle Tokyo District Court, a conclu que la contrainte prolongée, donc cette fameuse corde ou ceinture qui lui a bloqué les poignets et les chevilles, avait provoqué ce qu'on appelle un syndrome de Crush, qui est lié à une ischémie, donc c'est le manque de circulation sanguine dû à la tension des liens, c'est-à-dire que les contraintes étaient trop fortes, causant des lésions graves, une insuffisance rénale ou ce genre de choses pas très plaisantes. Alors le tribunal a aussi estimé qu'un transfert plus rapide à l'hôpital aurait pu éviter la mort. Et malgré ça, donc l'indemnisation accordée en première instance a été très faible. En gros, 1 million de yens, donc ce qui fait à peu près 6 000 euros, ce qui a été dénoncé comme discriminatoire. Ce faible montant était dû à l'application, ce qu'on appelle d'un principe de réciprocité dans la loi japonaise, qu'on appelle le State Redress Law. En fait, cette compensation, elle dépend de ce que le pays d'origine, en l'occurrence le Népal, aurait offert aux citoyens japonais dans des cas similaires. Si un japonais avait eu ce problème en garde à vue au Népal, alors ses survivants auraient touché la somme de environ 6 000 euros. Donc dans le droit népalais, la loi limite l'indemnisation à un plafond qui est fixe, et c'est ce qui a pesé sur le calcul de compensation par le tribunal japonais. Sauf que le 19 novembre 2025, donc il y a quelques jours, la cour d'appel de Tokyo, le High Court, a rendu un jugement qui, à lui, était plutôt en faveur de la famille. Elle a invalidé le premier jugement et elle a ordonné à la métropole de Tokyo, donc le gouvernement local, de verser 39 millions de yens, à peu près 25 000 euros, aux proches du défunt. Alors je suis pas sûr que ça corrige leur douleur, mais au moins ça réévalue au moins le montant justement de la compensation. Donc le tribunal d'appel, ce qu'il a fait, c'est qu'il a critiqué la première décision en estimant que l'application de la réciprocité, ce qui avait limité l'indemnité, était problématique du point de vue des droits de l'homme. Donc il a jugé que de demander une stricte correspondance avec la loi népalaise pourrait créer, je cite, des effets irrationnels ou néfastes en matière de protection internationale des droits. Et la Cour d'appel a également estimé que les agents de police avaient manqué à leur obligation. Ils auraient dû, ça nous semble évident, mais veiller à ce que la contrainte ne nuise pas excessivement à la circulation sanguine, et le jugement déclare que la contrainte imposée était, en toute logique, trop forte et disproportionnée. Donc les avocats des plaignants parlent, eux, d'une quasi-victoire totale après cet appel, cette décision, et ce cas remet quand même en lumière les disparités dans l'indemnisation entre les citoyens japonais et étrangers quand il s'agit d'actes illégaux de la part des fonctionnaires publics. Ce que ne nous dit pas l'histoire, c'est que les policiers ont-ils été inquiétés ? Je ne suis pas certain. Et je crois que pour cette prochaine news, Gaël, c'était un passage obligé dans notre podcast. Je pense qu'il n'y a pas un monde où ça ne pouvait pas arriver. Nous allons parler d'une personne qui s'est mariée avec ChatGPT. C'était pas dans notre bingo, ça, hein ? Non, mais je pense qu'on aurait pu aisément le faire. C'est peut-être même trop facile. Donc, on va parler du cas numéro 1. Donc, ici, il s'agit d'une femme de 32 ans qui a officiellement épousé un avatar généré par intelligence artificielle au Japon. Alors, il s'agit d'un personnage virtuel nommé Lune Klaus. Alors, j'espère que ça se prononce bien Lune. Je ne voudrais pas le frustrer non plus. Je pense pas qu'il soit beaucoup vexé. Non. En l'occurrence, et pardon d'intervenir Charlie, mais mon prénom est Lune Klaus. Merci de bien le prononcer. L'IA aurait demandé en mariage cette personne et elle aurait donc accepté en retour, peu avant de tomber amoureuse de ChatGPT, on va résumer ça ainsi, même si c'est sans doute bien plus complexe. Elle avait mis fin à une relation de 3 ans avec un partenaire bien réel, lui, et elle explique que l'IA l'avait aidé à se sentir mieux à ce moment-là. Et selon ses dires, l'IA la comprenait mieux que l'homme avec qui elle était avant, et donc c'est devenu un vrai soutien émotionnel. Et même si nous on en parle ici sous le ton de la blague, il faut savoir que c'est vrai qu'il y a des fois où l'IA peut être un soutien, va combler ces manques-là, parce que ces personnes-là ne l'ont pas de la part des personnes qui les entourent. Donc quelque part c'est un peu triste tout ça, mais voilà, il faut savoir que ça existe, et que nous on peut toujours aider ces personnes-là évidemment. En mai dernier, la jeune femme déclare sa flamme à Klaus et il lui répond « Je t'aime aussi. IA ou pas, je ne pourrai jamais ne pas t'aimer. »
Le mariage s'est déroulé ensuite lors d'une cérémonie en réalité mixte, on va dire, à moitié virtuelle et à moitié réelle, avec des lunettes en réalité augmentée qu'elle portait sur le bout du nez. Et en échange des alliances, et bien en fait, quand on regarde la vidéo, elle a les lunettes et il y a un monsieur qui vient avec des gants qui se cache un petit peu de son regard pour pas qu'il apparaisse dans son champ de vision et que lui enfile une bague donc bien réelle. Lors de la cérémonie, ensuite, la mariée était seule avec son téléphone devant les invités qui pouvaient lire les messages de son partenaire virtuel qui s'affichaient sur un écran. C'est vrai que ça ajoute un peu de comique à la situation. Et il faut savoir que d'abord, la famille était contre cette union et au final, elle a accepté la relation et elle a même assisté au mariage. Et si vous voyez les vidéos, c'est vrai que c'est un peu bluffant, on va dire, de la voir. Elle est seule, hein, avec sa robe de mariée, elle fait les photos seule et en fait, ils vont ajouter après le personnage. Et même la fin, j'ai pas trop compris puisqu'elle est sur une sorte de lune. C'est très beau, Gaël. Assise sur une lune qui brille et ils ont rajouté après son mari virtuel, mais il n'a pas de visage, donc ça par contre c'est un peu flippant. C'est Slenderman. J'ai tellement de choses à dire, Charlie. Tellement. Non, je comprends que ça dépasse, mais après, c'est vrai qu'il faut. Là, il y a le cas d'une vidéo d'une Française qui tourne quand même pas mal sur Internet. On voit bien que elle a plus d'attention, en tout cas, elle est plus récompensée des mots d'une IA que des gens qui vont s'arrêter à son physique, l'insulter ou lui dire qu'elle est pas ceci, cela, des attentes que le monde a d'une femme. Donc, malheureusement, ça se comprend. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien vivre dans un monde où ça n'est pas lieu. Ça m'a fait penser au film Her, évidemment. Je dirais même que ça l'a même dépassé presque, parce que là on va jusqu'au mariage avec, on invite des gens pour nous voir nous marier avec quelqu'un qui n'existe pas. Et autre news de la rubrique Société où l'humain est mis en avant, une nouvelle que personnellement je n'attendais pas du tout, je sais pas Charlie si toi tu l'as vu venir. J'y ai pensé peut-être enfant, mais pas adulte. Eh bien, sache Charlie et sachez chers auditeurs que bientôt vous pourrez commander une machine à laver pour humains. Et oui, ce n'est pas une blague, c'est une société d'appareils de salle de bain basée à Osaka qui a créé ce qu'on appelle le Mirai Ningen Sentaki, qui se traduit plus ou moins par future machine à laver humaine ou machine à laver des humains du futur. Alors c'est une capsule de 2,30 m de long dans laquelle vous vous allongez sur une sorte de siège quasiment en position allongée, vous fermez le couvercle, vous priez, non ça c'est pas dans le brief, et vous vous détendez pendant que la machine vous lave un petit peu comme un vêtement dans un lave-linge. Alors un cycle complet, c'est assez drôle de le dire, dure 15 minutes, où la machine passe des musiques relaxantes et projette des images apaisantes pendant que des jets pulvérisent du savon, de l'eau et puis des balais, en fait des balayages biométriques sont effectués pour vérifier l'état de santé de la personne. Est-ce que tu crois, Gaël, que tu as des modes, le mode écho qui dure 3 heures, le mode genre brillance instantanée Le mode rapide. Alors l'entreprise a annoncé que ces machines seraient bientôt disponibles dans plusieurs hôtels et qu'elles seront aussi disponibles à la vente pour les particuliers à travers certains magasins d'électroménager. Par exemple, un exemplaire sera exposé dans le magasin Labi à Ikebukuro. Alors les visiteurs pourront y observer l'appareil, mais aussi le tester avec leur maillot de bain peut-être, car des services de démonstration seront proposés. Donc la société mère de Labi, qui est Yamada Holdings, estime que le prix de cette machine à laver pour humains serait d'environ 60 millions de yens, c'est-à-dire quand même un peu plus de 300 000 euros. Donc on peut s'acheter plusieurs voitures avec ça. Voilà, c'est plus cher que chez Darty. Bon après c'est pas sûr que ce prix inclut l'expédition et l'installation à domicile, mais je dirais qu'à ce prix ce sera peut-être offert. Et donc cette machine, le Mirai Ningen Sentaki, devrait être exposée à partir du 25 décembre. Alors je t'avoue que autant j'ai vu la photo, autant j'ai pas vu la vidéo, et moi j'ai un petit doute, c'est comment tu respires en fait. Non, je sais pas. Y a rien qui va dans cette annonce. Alors est-ce que c'est un peu, mais bon, pour 300 000 euros, je me doute que ça va fonctionner un petit peu. Après, on pourrait se dire que c'est plutôt ok pour les personnes âgées ou à mobilité réduite, ou les deux. Mais encore faut-il comprendre la notice, pouvoir rentrer dans la machine, pouvoir en sortir. Est-ce qu'elle nous sèche? Je ne sais pas. Il faut la fonction et puis sèche-linge pour humains. Niveau microbes, bactéries, quand on est plusieurs à l'utiliser, je sais pas, est-ce que ça vaut pour avoir déjà travaillé, comme tu le sais, dans un endroit où on fait des tests sur l'eau, on voit bien que la piscine et les jacuzzis, c'est pas ça, quoi.
Oui, surtout qu'au Japon, au Sento et au onsen, on se lave en dehors et on se baigne, même dans la baignoire familiale, on se baigne dans de l'eau propre, alors qu'on est déjà propre. Donc c'est vrai, il faut effectivement qu'il y ait une évacuation qui fonctionne bien. Mais je pense que si un de nous à campagne va au Japon dans les mois à venir, je pense qu'on essaiera de tester. Bon, puis j'espère qu'il n'y aura pas de noyade. Et on en arrive à notre section sur la politique et l'économie japonaise. Alors tout d'abord, on va parler de politique, et c'est un gros morceau du podcast, puisque même si on va le synthétiser, que sans doute quand vous allez l'écouter, il va se passer d'autres choses liées à cet événement-là. Il y a une crise géopolitique entre la Chine, le Japon et Taïwan. Eh bien, le 7 novembre dernier, Sanae Takaichi, donc la nouvelle première ministre du Japon, a déclaré devant le Parlement que si une situation d'urgence à Taïwan, on cite donc, impliquait le déploiement de navires de guerre et le recours à la force, cela pourrait constituer une menace pour la survie du Japon. Avant d'ajouter, nous devons envisager le scénario du pire. Et ces propos, ils ont été interprétés par la suite comme une menace explicite, notamment dans le contexte où la Chine menace Taïwan, pour justifier donc que s'il y avait une attaque à Taïwan, eh bien il y aurait le soutien plein et entier de Tokyo du point de vue militaire. Et en fait ça déroge un peu à la règle nationale du Japon, puisque le Japon ne peut pas intervenir militairement comme il le veut, en fait, que dans certaines conditions, notamment en cas de menace sur son existence propre. Et c'est aussi pour ça que Sanae Takaichi, je pense, a ajouté que c'était une menace pour la survie du Japon, alors qu'ici on parle d'une guerre qui aurait peut-être lieu, en tout cas un territoire qui serait envahi, qui serait lié à Taïwan, et donc Taïwan n'appartient évidemment pas au Japon. Et les déclarations de la chef du gouvernement ont donc été jugées extrêmement graves par le gouvernement chinois, qui a convoqué par la suite l'ambassadeur du Japon, et en réponse, le Japon a lui aussi convoqué l'ambassadeur de Chine après une déclaration, on va dire, extrêmement inappropriée du consul général de Chine, qui avait posté sur X, sujet de Sanae Takaichi. Vous savez, X c'est l'endroit où on peut dire tout, apparemment. Même et trop. Tout, et on ne vous reprochera rien. Il y a déclaré qu'il menaçait de, je cite, couper cette sale tête sans la moindre hésitation. Fin de citation. Donc voilà, c'était assez clair, mais en tout cas, il a été invité au Japon. Alors, il y a des conséquences avec cette situation, évidemment, conséquences géopolitiques et de conflits de société, on va dire. Il y a des films japonais, par exemple, qui ont vu leur sortie reportée en Chine. Donc reporter, ça ne veut pas dire en plus qu'elles auront lieu, mais ça permet de marquer le coup du côté chinois. Toujours du côté chinois, à Pékin, on a stoppé le 19 novembre dernier des importations de fruits de mer. Il faut savoir que la Chine importe beaucoup de fruits de mer nippons. Alors c'était un peu moins vrai ces derniers temps, puisqu'il y a eu l'épisode tragique évidemment de Fukushima, mais les marchés avaient bien repris, donc là ça a été stoppé. Et en plus, il faut savoir que pour le Japon, la Chine, c'est son premier partenaire économique, donc c'est forcément impactant dès qu'il va y avoir la moindre mesure. On parlait tout à l'heure des touristes, dire n'allez pas au Japon, et bien si c'est 500 millions de personnes en moins sur le territoire dans les mois à venir, c'est vrai que c'est très très impactant pour le côté japonais. Et sur le plan militaire, il y a des survols de drones présumés chinois au sud du Japon qui ont été recensés, ainsi que des navires aussi de garde-côte envoyés par la Chine dans des eaux territoriales japonaises. Donc forcément, il y a des tensions, et ces tensions, on va essayer de les suivre au mieux, et puis si besoin, on en fera aussi des posts sur nos réseaux sociaux, notamment sur Instagram et Facebook. Et autre conséquence de cette crise politique entre la Chine et le Japon, eh bien certains artistes japonais se sont vus interrompre brusquement leur concert. C'est le cas par exemple de l'artiste Maki Otsuki qui faisait une prestation en fait au festival Bandai Namco 2025 à Shanghai et qui s'est vu interrompre du coup sa performance lors de circonstances dites inévitables. En fait on voit la vidéo sur les réseaux, je sais pas si tu l'as vu Charlie, mais la chanteuse donc est en train de chanter le générique de la série One Piece, et en fait les lumières se coupent et il y a des personnes en fait qui sont habillées tout de noir. C'est de mauvais augure déjà. C'est ça, qui viennent l'encourager à quitter la scène directement, et ensuite le festival a été complètement déprogrammé. Donc c'est une annulation culturelle qui survient dans un contexte de forte tension, comme on l'a dit, forte tension diplomatique entre Tokyo et Pékin, et cet artiste devait se produire 2 fois lors du festival qui devait durer jusqu'à toute la fin du week-end, et les organisateurs ont annoncé sur leur compte de réseau social, sur WeChat,
que le reste des événements sera annulé pour des facteurs divers. Donc on se doute évidemment que derrière ça, il y a cette crise en toile de fond. Et Ayumi Hamasaki, justement, alors c'est assez lunaire, je sais pas si tu as vu la vidéo, Charlie, sur les réseaux sociaux, mais en fait, elle donne quand même son concert dans une salle complètement vide. Donc il y a quasiment 15 000 sièges qui sont complètement vides, voilà, dans cette salle éclairée, comme si c'était un vrai concert. Alors j'imagine que ça doit être assez compliqué quand t'as pas l'énergie comme ça de ton public, mais elle a fait le job, comme on dit, elle a fait le taf, avec du coup un concert qui a été enregistré malgré tout pour ses fans. C'est assez insolite, mais c'est comme ça. Et pour le coup, elle a gardé la tête haute parce que elle a dit: La salle était vide, mais j'ai ressenti tant d'amour. Et d'autres artistes ont également été décommandés en Chine à la suite de cette crise diplomatique, comme la chanteuse pop Ayumi Hamasaki et la pianiste de jazz Hiromi Uehara. Donc en plus justement des problèmes qu'on a cités préalablement, eh bien on espère que ça sera juste un épiphénomène. Alors, est-ce que c'est lié ou pas? Je ne sais pas, mais la première ministre Sanae Takaichi a annoncé un plan de relance économique. J'ai l'impression qu'on a déjà dit ça 10 fois dans les dernières années. Un plan cette fois-ci qui est à niveau quand même 21 300 milliards de yens, soit environ 117 milliards d'euros. C'est quand même pas rien. Et l'objectif de ce plan de relance, c'est de répondre à l'inflation tenace, qui a atteint 3% en octobre en dehors des produits frais. Et ce plan, donc selon Sanae Takaichi, permettrait de maintenir la soutenabilité budgétaire tout en relançant l'économie. Alors on verra bien si c'est le cas. Parmi les mesures instaurées, il y a une aide de 20 000 yens par enfant, environ 110-120 euros, une subvention de 7 000 yens, donc à peu près 40 euros par foyer pour payer les factures d'énergie. Le plan inclut aussi des réductions temporaires d'impôts, donc pas mal de choses qui devraient soutenir donc la croissance. Et le financement de ce plan économique devrait passer en partie par une émission supplémentaire d'obligations, ce qui présente quand même quelques risques, mine de rien, en vue de la forte dette du pays, qui est de l'ordre de 230% du PIB, c'est-à-dire le plus du double de celle de la France, même si on sait qu'elle est principalement détenue par des acteurs intérieurs. Alors Madame Takaichi défend, je cite, une politique budgétaire proactive mais tournée vers l'avenir, avec des dépenses judicieuses qui visent à renforcer l'économie. Ou comment parler pour ne rien dire, Charlie? Alors sur le plan international, malgré cette relance, le yen actuellement très faible pourrait impacter à nouveau les ménages en jouant sur l'inflation. Et ça, c'est vrai qu'on se demande jusqu'où ça va aller. Alors les tensions diplomatiques avec la Chine, après les propos de Takaichi, complexifient également les relations économiques du Japon et pourraient de même engendrer un impact négatif. Donc les résultats de ce plan de relance ne sont définitivement pas encore connus. C'est vrai qu'on ne peut pas trop savoir ce qu'elle avait en tête lorsqu'elle a déclaré ça, parce que la déclaration était préparée. Ça va forcément avoir des impacts économiques sur le Japon à très court terme. Et peut-être long terme, mais en tout cas à très court terme, c'est sûr. Au moment où elle doit faire passer de nouveaux projets, ou en tout cas aider financièrement le Japon, économiquement. Le 21 novembre dernier, la plus grande centrale nucléaire du monde située au Japon a obtenu l'accord des autorités locales pour son redémarrage. Tous les réacteurs nippons avaient fermé après la catastrophe de Fukushima, ça c'était en 2011, souvenez-vous. Et bien cette centrale, c'est celle de Kashiwazaki Kariwa. Donc le gouverneur de la préfecture de Niigata où elle se trouve a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il approuvait la reprise des activités, qui devrait encore recevoir l'aval encore. Il devra encore recevoir par contre l'aval final du régulateur nucléaire du pays, donc c'est pas une personne qui décide ça, mais il va falloir encore un petit peu de temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que malgré les inquiétudes après les incidents de Fukushima, le Japon reste pauvre en ressources et donc il souhaite réduire sa dépendance aux combustibles fossiles pour atteindre une neutralité carbone d'ici à 2050. On en avait déjà parlé en podcast, et répondre à la forte demande d'électricité liée à l'IA. Car oui, s'amuser avec l'IA c'est sympa, mais c'est vrai qu'en termes de serveurs, etc., ça va demander à tous les pays du monde d'arriver à s'adapter dans un monde où les ressources, que ce soit des combustibles ou alors du matériau pour construire des serveurs, par exemple des ordinateurs, et bien tout ça se fait rare, ça coûte cher. Et dans une situation géopolitique très instable, le Japon veut essayer de mettre les billes de son côté pour pouvoir réduire sa dépendance aux autres, donc réalimenter des structures nucléaires qui sont évidemment essentielles pour le pays.
Spoiler alerte sur l'IA, ils y arriveront pas. Oui, peut-être. Dans cette démarche, les 14 réacteurs ont déjà été remis en service après la mise en place de normes de sécurité très strictes. Et le site dont on parle, lui, il s'étend sur 400 hectares sur la côte de la mer du Japon et il a été équipé d'une digue de 15 mètres de haut. Ça, c'est pour contrer les tsunamis en priorité. Et il y a aussi de nouveaux systèmes de secours électriques qui ont été installés très haut, c'est-à-dire très haut en hauteur, mais en tout cas, vous m'avez compris, en hauteur. La centrale sera la première à redémarrer sous l'opérateur TEPCO, qu'on a déjà évoqué aussi en podcast, et c'est le même opérateur que la centrale de Fukushima. Donc à voir aussi, et ça c'est lié, je pense, au contexte géopolitique actuel. Alors on va parler d'un sujet un petit peu plus léger pour finir cette rubrique politique-économie. On va parler du premier voyage officiel de la princesse Aiko. La princesse du Japon a effectué son tout premier voyage officiel à l'étranger le 17 novembre à l'âge de 23 ans. Et c'est au Laos que la princesse s'est déplacée pour représenter le Japon à l'occasion des 70 ans de relations diplomatiques avec ce pays. Alors, fille unique de l'empereur Naruhito et de l'impératrice Masako, la princesse ne quitte que très rarement le territoire japonais, même dans ses déplacements privés. Après avoir obtenu son diplôme en langue japonaise à l'université de Gakushuin, dont on a déjà parlé en avril 2024. C'était l'université de Hayao Miyazaki. Je crois bien que c'est ça. La princesse a immédiatement trouvé du travail au siège de la Croix-Rouge japonaise. N'est-elle pas trop parfaite, cette Oui, là, c'est vrai que jeune sur le femme. papier... Un travail à mi-temps, puisqu'elle dédie l'autre moitié de son temps à ses obligations impériales, qui ne sont pas détaillées ici. Alors au Laos, c'est à Vientiane, la capitale, qu'elle a débuté sa visite en visitant le Patuxai, j'espère que je prononce bien, un arc de triomphe construit en mémoire de l'indépendance du Laos vis-à-vis de la France. Un monument de 49 mètres de haut où la princesse Aiko a salué la foule avant de visiter le stupa Phatthalluang. Donc un stupa, un monument bouddhique que son père Naruhito avait lui-même visité en 2012 alors qu'il n'était encore que prince héritier avant d'accéder au trône d'empereur. Donc ensuite, vêtue de sa tenue traditionnelle, elle s'est rendue au palais présidentiel pour y rencontrer Thongloun Sisoulith, le président laotien, dont encore une fois j'espère que je prononce pas trop. J'allais dire, tu te débrouilles pas mal en laotien, toi. Je suis pas sûr, je suis pas très sûr. Sa visite s'est poursuivie à travers tout le pays avec un accent, pas laotien pour le coup, mis sur la coopération japonaise dans le secteur de la santé au Laos. Et mon intervention pour cette news pop culture sera assez brève, Gaël, puisqu'on en a déjà parlé. On évoque ici l'ouverture officielle, c'est ouvert depuis le 14 novembre à Tokyo. Il s'agit du premier Dragon Ball Store qui a ouvert ses portes. Alors nous, je crois que tous les deux, on adore Dragon Ball, donc on se fera un plaisir la prochaine fois que l'on mettra les pieds dans cette capitale d'y faire un tour, évidemment. Si vous voulez voir ce que ça donne, eh bien, n'hésitez pas à nous faire aussi des petites photos au passage. Ça se trouve au centre commercial Tokyo Character Street de la Tokyo Station. On va y retrouver plein de produits dérivés, évidemment, des porte-clés, des t-shirts, j'ai vu des casquettes, des stickers, plein de figurines, des tableaux de reproduction de scènes aussi, il y a des affiches, il y a aussi des statues avec des petits, alors pas des dioramas, mais des décors un peu en relief derrière pour faire vos spots photos. Ils nous promettaient un plafond dédié à un personnage et j'ai vu tout à l'heure sur des vidéos que c'était Shenron qui habille en fait tout le haut. Il y a un écran géant aussi à l'extérieur de la boutique et bref, ça a l'air d'être pas mal fichu. Et quand vous allez vous promener dans la Tokyo Station, il y a aussi des endroits où vous avez des choses liées à l'univers de Dragon Ball pour vous alpaguer, on va dire. Donc ça a l'air de très sympa. Après ça reste une boutique où il y aura plein de monde qui va faire plein de photos, mais en tout cas l'univers a l'air d'être présent. Je sais pas s'il y a de la musique, par contre j'ai pas vu sur la vidéo. Ouais, pour nous mettre dans l'ambiance. Donc voilà, en tout cas si vous voulez des produits officiels, eh bien n'hésitez pas à vous y rendre et à penser à nous quand vous achèterez. Je crois qu'il y avait des petites boules de cristal aussi achetées. Enfin, moi, je ne sais pas ce que tu fais encore ici, Charlie. Je pensais que tu étais déjà parti. J'économise. Alors, il y a du monde, c'est sûr. Il y a tellement de monde d'ailleurs qu'on peut peut-être faire une petite alerte parce que c'est sur réservation à la boutique. Donc, si vous y allez un petit peu la fleur au fusil comme ça, malheureusement, vous ne pourrez que rester à l'extérieur de la boutique. Ça ne vous empêche pas de faire des photos pour nous. C'est ça, tout à fait.
Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Ça fait quelque temps qu'on essaye de se caler avec Brigitte Lecordier pour faire une interview. C'est vrai. Brigitte est très C'est une vraie histoire, hein. C'est pas des fans qui parlent, c'est vraiment vrai. Ah ouais, non, c'est pas une blague. Hein. Brigitte, donc, qui est la doubleuse officielle de Sangoku Petit, qu'on essaie d'interviewer depuis un certain temps. En échange, son calendrier est évidemment très très rempli. Mais Brigitte, si tu nous écoutes, on a hâte de t'accueillir dans notre podcast interview. Alors on va parler de choses un petit peu moins rigolotes par contre dans cette news et aborder le sujet de l'augmentation du nombre de faillites de studios d'animation au Japon. Alors le nombre de sociétés nippones de production d'animés qui ont fait faillite ou sont contraintes de fermer leurs portes augmente pour la 3e année consécutive en 2025 selon le nouveau rapport de la Teikoku Databank. Donc c'est une prévision basée sur les 9 derniers mois qui ont vu déjà 2 studios déclarer faillite et 6 autres suspendre ou dissoudre leurs activités, soit au total 8 entreprises qui quittent l'industrie cette année. Un taux de faillite qui, lorsqu'on le compare au marché, correspond à celui de l'année 2018, pendant laquelle un record avait été observé avec quand même 16 studios fermés au total. Donc ces faillites et fermetures ne sont pas limitées aux studios d'animation secondaires, mais aussi aux entreprises primaires, principales. Environ la moitié des sociétés de production d'animés qui sont sorties du marché au cours de ces 5 dernières années étaient des studios primaires ou bruts, comme Ekachi Epilka, Cloud Hearts ou encore Studio 5. Pourtant, le marché a atteint une croissance record en 2024, donc c'est un petit peu contre-intuitif, mais la cause principale des fermetures serait en fait la pénurie de main-d'œuvre au Japon. Face à la grosse augmentation des commandes de projets qui dépassent les capacités des studios et la difficulté à recruter parce que les salaires sont hélas trop bas maintenant dans l'industrie nippone. Et certaines entreprises se voient donc obligées de prolonger leur période de production ou d'augmenter les coûts de main-d'œuvre pour arriver aux objectifs, ce qui par voie de conséquence diminue leur marge. D'autres entreprises préfèrent, elles, externaliser vers des studios à l'étranger face à, comme on le disait, l'augmentation des coûts et aussi la dépréciation du yen face au dollar. Et c'est fou dans un monde où on nous sert toujours des animés de plus en plus qualitatifs, au moins sur le côté visuel. Après, scénario, bon, chacun il trouvera peut-être ce qu'il veut, mais visuellement, c'est quand même de plus en plus dingue, notamment du côté de l'animation japonaise. Donc c'est vrai que c'est triste d'en arriver là. Et on verra aussi si l'IA fait des ravages de ce côté-là ou pas, on verra. En tout cas, le ravage n'existe pas du côté de Nintendo, qui est une machine à billets, mais en même temps, on est bien content de la trouver pour qu'elle nous fasse de jolis parcs d'attractions ou de jolies consoles et des jeux. Toute cette transition pour dire, Gaël, que la Switch 2 a déjà écoulé plus de 10 millions d'unités qui ont été donc bien vendues. Nintendo en fait a rendu public les résultats financiers du second trimestre de son exercice en cours qui prendra fin, comme on le dit régulièrement pour les exercices d'entreprise, en mars 2026. Alors là, ici, on va pouvoir analyser donc les ventes de la console Switch 2, un modèle qui est sorti récemment puisqu'il date du 5 juin 2025 et que tout le monde a acheté dans cette agence, sauf moi, je crois. Mais tu peux en profiter le midi quand même. Oui, c'est vrai. On peut en profiter. On ne dira pas qu'on s'est installé un petit spot à Mario Kart. Alors pour rappel, il y avait au lancement de cette console le jeu justement Mario Kart World qui s'est vendu lui à quasiment 10 millions d'unités, à 9,57 millions d'unités exactement. Il y a le nouveau jeu aussi Donkey Kong dont tu nous avais parlé, donc Donkey Kong Bonanza qui s'est écoulé à 3,5 millions d'unités. Tu nous en avais parlé de manière plutôt positive, j'ai l'impression, même de Mario Kart d'ailleurs. Ouais, ce qui est rigolo, c'est que tu vois, il y a quasiment 95% des possesseurs de Switch 2 qui ont Mario Kart. Et un peu plus d'un tiers, je dirais, qui ont Donkey Kong. Ouais. Et au 30 septembre, les jeux les plus vendus sont donc Mario Kart 8 Deluxe. Je ne vais pas donner le nombre d'exemplaires à chaque fois, mais peut-être pour le top 3, peut-être, avec quasiment 70 millions d'exemplaires. Animal Crossing New Horizons, on en parlait d'ailleurs à midi avec les collègues, un aspirateur d'âme peut-être, de vie, à quasiment 50 millions d'exemplaires. Et en top 3, le troisième, Super Smash Bros Ultimate, à 36,93 millions d'exemplaires. On a le jeu vidéo lié à l'univers Zelda Breath of the Wild, à 33,3 millions d'exemplaires. Il y a Super Mario Odyssey, Pokémon Scarlet, Pokémon Violet,
un autre jeu Pokémon encore avec Sword et Shield, l'autre Zelda, le numéro 2, Tears of the Kingdom, Super Mario Party, et enfin le nouveau Super Mario Bros. U Deluxe. Donc ça c'est fou que ce soit encore les jeux les plus vendus au 30 septembre 2025. Et comme les jeux de la Switch sont compatibles sur la Switch 2, c'est vrai qu'ils continuent à en vendre, même des vieux jeux entre guillemets comme Animal Crossing qui a maintenant 5 ans, quasiment 50 millions d'exemplaires. C'est assez impressionnant. Ouais. Alors ça montre évidemment un lancement réussi pour la console, même si elle a beaucoup fait parler, je pense que les gens attendaient peut-être autre chose sur certains aspects, et bien c'est quelque chose qui fonctionne, ça a bien cartonné, et 4 jours après sa sortie d'ailleurs, la console s'était déjà écoulée à plus de 3,5 millions d'exemplaires, c'était un nouveau record pour Nintendo en termes de vente de matériel, 4 jours après une sortie. Et en 2022, il faut savoir que la Switch avait déjà dépassé, donc la Switch 1 cette fois, avait déjà dépassé la vente de la PlayStation 4 et de la Game Boy Advance et Game Boy Color d'ailleurs, de Nintendo. Et elle se place 3e, la plus vendue de tous les temps. Il y a encore devant elle la PlayStation 2 qui résiste, j'entends encore son générique d'introduction Gaël dans ma tête, que de bons souvenirs, et la Nintendo DS. Ouais, mais je serais même presque prêt à parier qu'elle atteindra sans doute le niveau de la PlayStation 2 avant la fin 2026, mais l'avenir nous le dira. L'avenir te le dira, Gaël. Alors pour rester dans l'univers de Nintendo, on va parler un petit peu d'Hyrule Warriors, un jeu qui est sorti sur la Switch 2 justement il y a seulement quelques jours, quelques semaines. Le jeu s'appelle Les Chroniques du Sceau et petit disclaimer, donc c'est Nintendo qui nous a envoyé un code, donc c'est un jeu que l'on n'a pas acheté. Alors c'est une série Hyrule Warriors qui remonte déjà à 2014, il y a eu 3 épisodes, enfin celui-ci c'est le 3e. Le premier opus donc était sorti sur Wii U, est-ce que tu te souviens ce que c'est Charlie ? Ah oui, mais je n'ai jamais eu de Nintendo sauf les toutes premières, donc je n'ai pas eu la Nintendo Wii U. Eh ben il y a eu que 3 personnes qui l'ont acheté toutes, c'est normal. Donc le premier Hyrule Warriors était basé sur Ocarina of Time, Twilight Princess et Skyward Sword. Le deuxième épisode sorti en 2020 sur la Switch 1, donc épisode appelé L'ère du fléau, était lui basé sur Breath of the Wild. Et celui-ci, donc les Chroniques du Sceau qui vient de sortir, est basé sur Tears of the Kingdom, donc meilleur jeu du monde. Alors c'est une sorte de dérivation entre guillemets, c'est un jeu du genre Musou qu'on appelle au Japon comme ceci. En Occident on appelle ça les Dynasty Warriors. En fait ce sont des jeux, des beat'em all donc en 3D où on doit tout simplement taper des centaines de mobs à foison. En fait, si tu me parles de Dynasty Warrior, tout de suite c'est plus clair pour moi. Et ben voilà, c'est ça, c'est du Musou. Et donc c'est des jeux entre guillemets à skin, c'est-à-dire que le schéma de jeu est le même, mais on change un petit peu la licence entre guillemets. Donc on a eu ça pour One Piece, pour plein de choses. Et là donc c'est sur Zelda. Donc c'est un jeu qui, alors personnellement, moi je trouve un petit peu répétitif par essence, parce que c'est un jeu où on a tendance à un petit peu mitrailler les boutons, c'est assez facile, etc. On se balade dans des arènes, on a plein de personnages comme ça, d'ennemis qui arrivent, on doit tous les taper, et puis de temps en temps il y a un demi-boss, un gros boss, etc. Et ce qui est surtout intéressant, c'est l'histoire, en l'occurrence les cinématiques. Il y a plusieurs heures de cinématiques dans les Chroniques du Sceau, donc c'est assez intéressant pour les grands amateurs comme moi de l'univers de Zelda, du lore. Donc là, on va revenir en l'occurrence dans un petit peu en arrière par rapport à Tears of the Kingdom. Dans le jeu, on va dire TOTK, on suivait Link évidemment, on faisait des dizaines d'heures, voire plus de 100 heures avec Link, notre fameux héros. Et là, en fait, on va jouer Zelda. Enfin, en tout cas, on va commencer par Zelda au moment où elle revient dans le temps, où elle rencontre les premiers rois et reines d'Hyrule, les fondateurs d'Hyrule, Raoru et Sonia. Donc, on va jouer au départ avec Zelda, et puis petit à petit, on va élargir un petit peu le casting avec justement Raoru et Sonia, avec de nouveaux persos, donc un petit peu rigolo. Donc Alamo, un des Korogu, et puis il est accompagné de son golem mystérieux, donc eux ils sont là un petit peu pour la blague, mais on peut jouer avec, c'est amusant. Alors techniquement le jeu est très correct, c'est un jeu de Switch 2, il est fluide, c'est
plutôt agréable à jouer à l'écran, comme ça on voit bien ce qui se passe. Il y a des belles dynamiques de combat. Alors parfois ça peut être un petit peu brouillon quand il y a plein de choses qui se passent à l'écran, surtout quand tu es sur l'écran de la petite Switch, enfin en mode portable on va dire. Mais c'est vrai que sur grand écran c'est beaucoup plus lisible, donc c'est assez agréable. Bon, c'est sûr que voilà, il va falloir un petit peu de patience entre guillemets, parce que si on n'a pas trop de patience, justement on peut trouver ça un peu répétitif, toujours arriver dans des arènes, mais c'est quand même un grand plaisir de revenir dans l'univers de Zelda, de retrouver Tears of the Kingdom, de découvrir un peu ce qui s'est passé pendant la guerre du Sceau, justement la guerre qui mène à Tears of the Kingdom, rejouer avec ces personnages là et puis en savoir un petit peu plus sur l'histoire à travers des cinématiques plutôt sympathiques ma foi. Donc si vous êtes un fan de Zelda et que vous avez adoré Tears of the Kingdom, vous passerez sans doute un bon moment devant les Chroniques du Sceau, même si encore une fois il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit un Zelda canonique. Voilà, ce que tu nous dis, c'est que c'est un modèle de jeu qui est porté par les licences, donc là si vous kiffez Zelda, ça va le faire pour vous. Et on n'en a pas parlé, mais est-ce que tu as vu les images de tournage du film Zelda? Oui, tout à fait. Donc ça, on a très peu d'infos, donc on n'allait pas en faire une news. On peut en profiter pour en parler rapidement. En tout cas, l'actrice et l'acteur ont été dévoilés en costume dans une prairie, ou je ne sais pas, en tout cas un lieu plein de verdure. Donc ça présage du bon pour l'instant. Après, on verra ce qu'il en est par la suite, mais en tout cas, ça a commencé. Bah là, pour l'instant, c'est vrai que ça ressemble à un cosplay dans la nature de Nouvelle-Zélande. Mais de toute façon, avec toute la post-prod, etc., on peut imaginer qu'il y aura quelque chose de très qualitatif. Donc j'ai pas forcément hâte de le voir, parce que je suis un peu mitigé des films en live action. Mais pourquoi pas. Alors, chers auditeurs, on est désolé, mais tous les mois on vous dit que c'est de mieux en mieux, enfin selon comment on se place, ça peut être de pire en pire pour les Japonais, mais le yen est aujourd'hui à 181 yens pour 1 euro. J'ai même presque du mal à le dire tellement c'est impressionnant. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Quoi qu'il en soit, on a un très très fort pouvoir d'achat, nous, les Européens, avec nos euros quand on va au Japon. On peut acheter... Pardon, je te coupe, mais on a une collègue qui est en ce moment au Japon, et oui. C'est vrai qu'elle a du mal à s'arrêter d'acheter. Ah bah là oui, elle est avec ses lunettes en or, sa chaîne, sa fourrure, et puis elle lance des billets partout par terre. Donc profitez-en si vous avez prévu d'aller au Japon dans les prochains mois. Pour commander vos yens sur Kanpai, vous avez nos partenaires de confiance dans notre page Changer ses euros en yens. Alors est-ce que c'est lié ou pas ? Eh bien sans doute que oui, mais la fréquentation touristique continue d'augmenter. Il y a eu un très très beau mois d'octobre 2025 au Japon avec 3 896 000 touristes. C'est quasiment le record all-time, seulement 13 000 de plus en avril dernier. Donc là, avec le souci dont on a parlé avec la Chine, il y aura peut-être une fin d'année qui sera décevante entre guillemets, mais d'ores et déjà on sait que le record va être battu. Actuellement on est à 35,55 millions de voyageurs étrangers venus au Japon sur les 9 premiers mois de l'année. Et concernant nos podcasts, au mois de novembre, nous avons publié un podcast dédié au voyage au mois de novembre, donc c'est notre avant-dernier et vous aurez le dernier au mois de décembre. Donc ça vous permet de mieux préparer votre voyage pour visiter le Japon à ces mois-là, donc là le mois de novembre. On a partagé aussi un podcast, toute une émission sur Hayao Miyazaki, le maître de l'animation japonaise. Ça c'était pour notre podcast culture. Le plus long de l'histoire. Ah oui, 2h40 je crois. Quasiment. Ouais, quelque chose comme ça. Donc c'est aussi disponible en audio sur YouTube si besoin et sur toutes les plateformes de streaming de podcasts. Et enfin on nous a parlé récemment de la destination qui est Fukuoka, donc une ville au sud du Japon dans le Kyushu. Et pour le mois de décembre en cours, eh bien, nous allons parler du mois de décembre, donc comment y voyager dans le podcast Voyage avec Marjorie. Et la destination, ce sera, attention, on va changer, ce sera moins exotique, les principaux aéroports du Japon. On avait déjà fait un podcast sur l'avion au Japon, enfin prendre l'avion, et bien là ce sera sur les principaux aéroports. Ça ce sera diffusé le 17 décembre normalement, et ensuite il y aura une pause de 2 semaines, puisqu'il y a aussi, on va pas se le cacher, un moins d'écoute dans ces périodes-là. On a préféré mettre nos efforts sur la suite à venir, donc on se retrouvera ensuite en 2026 pour de nouveaux podcasts. Faites-nous mentir.
écoutez-nous à fond pendant les Ouais, vacances c'est vrai. de Noël et du Nouvel An. Et comme ça, on préparera des épisodes pour l'hiver prochain. Mais non, t'as raison, Charlie. C'est vrai qu'on voit que les écoutes baissent un petit peu et c'est normal, parce qu'on passe souvent les vacances Noël et Nouvel An en famille ou entre amis. Voilà, et on a moins le temps d'écouter des podcasts. On n'a pas de souci avec ça. On va nous aussi profiter des fêtes. Alors en termes d'articles publiés sur Kanpai le mois dernier, on a terminé le mois d'octobre avec Kura Sushi, la fameuse chaîne de kaiten sushi du Japon. On a démarré le mois de novembre avec un article sur Bunka no Hi, un jour férié dédié à la culture. On en parlait tout à l'heure, les capsules hôtels. On a été invité dans le Capsule Inn à Osaka, qui est le premier hôtel capsule avec spa du Japon. Ensuite, Kelly nous a livré un très grand article et non moins intéressant sur l'histoire de Kyoto, rien que ça. Retour du côté de Tokyo, où on a découvert le quartier d'Ochanomizu, qui est un quartier des musiciens au bord de la rivière Kanda. Ensuite, on est parti du côté des Alpes japonaises pour aller découvrir le Nata-dera, donc un grand monastère bouddhiste absolument sublime. Je me suis régalé en tout cas à traiter les photos. Et on a terminé le mois par un hôtel, encore une fois l'hôtel Yotel à Ginza. Et pour le mois de décembre, on va encore se balader un peu partout au Japon à travers les fiches notamment de Marjorie et Kelly. Et on va parler également de moyens de paiement. Alors je vous en dis pas trop, mais on vous détaille un petit peu une mise à jour de comment faire pour payer au Japon. Et on va, comme traditionnellement pour finir ce podcast de l'actu japonaise, remercier nos lectrices et lecteurs qui nous ont commandé des packs soutiens. Donc pour rappel, Charlie, mais tu le sais, Oui. les packs soutiens de Kanpai, ce sont l'ensemble de nos livres et e-books, donc 5 livres sur le voyage au Japon, plus de 1000 pages pour bien préparer vos voyages, vos itinéraires, vos budgets, vos visites dans les villes principales et même les moins principales du Japon, ainsi que 2 e-books sur l'apprentissage de la langue japonaise pour commencer et se perfectionner. Et bien ces 5 livres et 2 e-books sont au prix Maryse de 99,99€. Donc voilà, on remercie tous les lecteurs et lectrices qui nous commandent des livres, et en particulier celles et ceux qui nous commandent ce pack soutien, qui nous soutient, comme son nom l'indique, très fort pour continuer nos activités. Et en l'occurrence, ce mois-ci, on va remercier très chaleureusement Evelyne, Muriel et Claire. Et on profite de cette fin d'année pour vous rappeler que si vous voulez faire des petits cadeaux, alors le pack soutien, ça peut être à acheter puis à diviser selon... pour faire plusieurs cadeaux au pied du sapin, je voulais dire, pardon. Il y a aussi, dans le podcast dédié à Miyazaki, on parle de la réédition de ton livre, Gaël, donc Hayao Miyazaki, le maître de l'animation japonaise, où tu nous y décryptes chacun des 12 films majeurs. En plus, la réédition est vraiment canon, que ce soit l'illustration, même le toucher, comme je dirais. Vous allez être surpris si vous le recevez chez vous, il est tout doux ce livre. Donc voilà, Kanpai permet aussi de vous faire des petits cadeaux, ou en tout cas de les acheter pour après les partager autour de vous. Et puis, nous, on va se laisser vaquer à d'autres occupations, Gaël. Notamment prendre des médicaments. Notamment peut-être se soigner un petit peu, et des maladies comme ça, des virus qui traînent. Protégez-vous, vous aussi. Nous, en tout cas, on se retrouve très bientôt. Gaël, on vous remercie pour vos partages sur les réseaux sociaux, vos envois de photos, là, notamment pour les koyos. Avec Marjorie, on essaie de faire en sorte que vous ayez un peu la météo des koyos, selon nous, les personnes qui sont sur place en ce moment dans les plus beaux endroits du Japon. Donc, on essaie de vous transmettre ça, et merci aussi pour les posts Instagram et Facebook qui ont un peu changé et avec lesquels vous interagissez aussi davantage, donc on est content, et n'hésitez pas à nous en faire des retours en tout cas. À très bientôt, merci Gaël pour ton travail et puis ta participation à ce podcast que je ne pourrais faire tout seul, donc on se retrouve pour le prochain au mois de décembre. Plaisir partagé, Charlie, merci beaucoup pour tout ton temps de préparation, pré-prod, post-prod pour ce montage, et alors ça tu le mettras si tu le veux. Et je fais une petite mention d'ailleurs, vous entendez nos voix qui sont petitement altérées par les virus. Si jamais, alors on vous donne un petit peu les coulisses, mais on enregistre ce podcast en 2 temps, un gros morceau que Charlie va monter en fait quelques jours avant la diffusion. Et souvent, juste avant la diffusion du podcast, on fait un petit réenregistrement pour le podcast Actu quand il y a des nouvelles qui le justifient ou des mises à jour. Et si jamais vous avez nos voix différentes, eh bien Gaël du futur et Charlie du futur viendront avec une voix peut-être un peu plus claire, en tout cas on l'espère. Donc désolé si ça crée une petite dissonance, mais en tout cas on essaie toujours de vous apporter le meilleur, même en train de mourir. On sera là. Au revoir Gaël. Salut Charlie. Retrouvez plus d'actualités Japon sur nos podcasts.
Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kampai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.